Survivre à une tempête était difficile. Esquiver les canonnades ennemies, encore pire. Mais il y avait quelque chose de plus implacable que n'importe quelle bataille en haute mer, le froid. Parce qu'au milieu de l'océan, la chaleur n'était pas un luxe, c'était une question de vie ou de mort. Un oubli, une nuit sans préparation, et le corps ne gelait pas, il se rendait. Les pirates, bien que connus pour leur audace, apprirent que la véritable menace ne venait pas toujours du sabre ou de la poudre, mais du vent glacé qui s'infiltrait entre les planches du navire, de l'humidité poisseuse qui volait la chaleur du corps goutte après goutte. Et face à cela, le courage ne suffisait pas, il fallait de l'ingéniosité. La première barrière contre le froid n'était ni le feu, ni les couvertures, ni le rhum, c'était ce qu'ils portaient. Rien n'était laissé au hasard. Même s'ils paraissent en haillons dans les tableaux et les films, les pirates savaient s'habiller avec plus de stratégie que bien des randonneurs modernes. D'abord, une chemise fine en lin, non pas pour réchauffer, mais pour garder la sueur loin du corps. Ensuite, une couche intermédiaire de laine qui piégeait la chaleur corporelle comme un piège invisible. Enfin, un vêtement extérieur en cuir ou en toile cirée qui coupait le vent et repoussait l'eau. Il pouvait sembler maladroit avec tant de vêtements sur le dos, mais au moins il survivait pour le raconter. Car se mouiller pouvait te tuer. L'eau de mer ne pardonne pas. Quand une vague balayait le pont et trempait jusqu'à l'âme, le pire n'était pas l'inconfort, mais la chute brutale de la température corporelle. Mais même alors, il y avait un secret qui leur sauvait la vie, la laine. Parce que, même mouillée, la laine conserve plus de la moitié de sa capacité à garder la chaleur. C'est pourquoi, au lieu d'enlever leurs vêtements trempés, les pirates les essoraient et les remettaient. Ils savaient qu'un vêtement humide valait mieux que rien du tout. Les navires transportaient des cordes pour suspendre les vêtements sous le pont, à l'abri du vent, où ils pouvaient sécher sans disparaître par-dessus bord. Et il ne s'agissait pas de confort, mais de survie. Un dicton parmi les pirates le disait clairement. Tête froide, pirate mort. Et ce n'était pas une exagération. La majeure partie de la chaleur corporelle s'échappe par la tête. C'est pourquoi, sous leur chapeau à 3 pointes, ils portaient des bonnets ajustés ou des foulards couvrant les oreilles. Le tricorne n'était pas seulement un symbole de style. Ses bords détournèrent la pluie du visage et du cou, protégeant de l'eau et du froid à parts égales. Et si nous parlons de véritables trésors, il y en avait un qui valait son poids en or quand la température chutait. Les chaussettes sèches. Les pirates les collectionnaient avec dévotion. Certains bourraient leurs bottes de paille ou de chiffon pour augmenter l'isolation. D'autres enfilaient plusieurs paires superposées. On a retrouvé des registres de navires où les chaussettes faisaient partie du butin partagé après un abordage. En fait, lorsqu'en 1718 ils capturèrent un marchand espagnol au large des côtes de Cuba, ce ne furent pas les bijoux ni les pièces qui disparurent en premier. Ce furent les chaussettes de laine sèche que le capitaine gardait jalousement dans sa cabine. Les mains. Un autre point vulnérable avait aussi son système. Des doigts gelés ne servent à rien. On ne peut ni grimper, ni tirer, ni brandir une épée. Alors ils fabriquaient des moufles rustiques avec du cuir, de la laine ou tout ce qu'ils avaient sous la main. Certains laissaient même l'index libre pour pouvoir manier les armes sans retirer le gant. D'autres s'enduisaient les mains de graisse animale ou d'huile de baleine avant d'enfiler les gants, créant une barrière supplémentaire contre le gel. Quand ils abordaient des navires militaires, ils ne cherchaient pas seulement l'or. Les vestes, bottes et manteaux des officiers étaient des objets précieux. Le manteau d'un officier de la marine britannique pouvait faire la différence entre survivre à la nuit ou ne pas se réveiller à l'aube. Peu importait si le vêtement portait des insignes, des médailles ou des emblèmes ennemis. S'il réchauffait, il était utilisé. Plus d'un pirate portait des symboles de 3 marines différentes, et tant qu'il restait au chaud, il se souciait peu de la mode. Mais même avec tous ces vêtements, il y avait des nuits où rien ne suffisait. Quand le vent glaçait jusqu'aux os et que le pont craquait sous le givre, les pirates abandonnaient toute fierté. Ils se blottissaient en groupe, partageant la chaleur comme des loups. Ils dormaient dos contre dos, genou contre genou, cherchant dans les corps l'étincelle que le feu ne pouvait donner. Certains capitaines permettaient ces nuits-là d'utiliser des couvertures de commerce ou des pots volés, normalement réservés à la vente. Dans les moments les plus désespérés, ils chauffaient des boulets de canon dans le feu de la cuisine, les enveloppaient de chiffons et les plaçaient là où dormait l'équipage. Comme des braseros improvisés, ils diffusaient une chaleur faible mais constante.
Il fallait seulement faire attention. Une erreur et la brûlure pouvaient être pire que le froid. Tout cela n'était pas pour le confort, c'était une question de force. Un équipage grelottant ne servait ni à ramer, ni à se défendre, ni à piller. Les capitaines les plus astucieux savaient que maintenir leurs hommes au chaud était aussi important que de les garder nourris ou armés. Et en parlant de se nourrir, abonne-toi si tu apprécies la vidéo. Le corps humain est comme une chaudière. Pour garder le feu allumé, il a besoin de carburant. Et en haute mer, avec le vent coupant la peau et l'humidité collée à l'âme, cette chaudière travaillait à plein régime. Les pirates comprirent à force de faim et d'expérience que tous les aliments ne servaient pas à résister au froid. Certains plats non seulement remplissaient l'estomac, mais allumaient le corps de l'intérieur. L'un de leurs secrets les mieux gardés était le piment, non pas pour le goût, mais pour la survie. Les piments rapportés des Caraïbes, surtout les plus ardents, devinrent de véritables trésors pendant les mois d'hiver. La capsaïcine, ce composant qui nous fait transpirer et larmoyer, provoquait une augmentation temporaire de la température corporelle, une décharge interne qui, bien que brève, pouvait faire la différence au cours d'une nuit sans couverture. Dans un registre de l'an 176, il est mentionné que le cuisinier d'un équipage rationnait soigneusement les piments secs. Il n'était utilisé que lors des nuits les plus froides, mélangé à des ragoûts qui réchauffaient davantage l'âme que le corps. La viande salée, pilier de l'alimentation pirate, jouait également un rôle clé. Sa forte teneur en protéines obligeait le corps à travailler davantage durant la digestion, ce qui produisait de la chaleur. Dans les eaux froides, les pirates consommaient plus de rations de bœuf ou de porc salé. Ils savaient, même s'ils ne pouvaient pas l'expliquer, que cela les aidait à supporter la glace soufflant du nord. Et bien qu'elles fussent détestées par leurs dents, les dures galettes de mer, ce biscuit sec qui craquait comme de la pierre, étaient un autre allié. Pleines de glucides, elles offraient une énergie à combustion lente, parfaite pour les longues veilles glaciales. Mais parmi tous les mythes de la vie pirate, il en est un qui se distingue, celui du rhum, ce breuvage brûlant qui, soi-disant, réchauffait les eaux. Mais la réalité était tout autre. Le rhum ne réchauffait pas, il refroidissait. En dilatant les vaisseaux sanguins de la peau, il faisait s'échapper plus rapidement la chaleur du corps. La sensation de chaleur était un piège. Plus d'un pirate s'était senti réchauffé après une gorgée et s'était réveillé raide comme un tronc. C'est pourquoi les capitaines qui savaient ce qu'ils faisaient diluaient le rhum dans l'eau durant les mois froids, non par avarice mais par précaution. La véritable chaleur venait des boissons chaudes, non de l'alcool. Les pirates apprirent à préparer des infusions avec n'importe quelle herbe qu'ils pouvaient récolter ou échanger. Menthe, gingembre, racines amères, voire des feuilles de plantes inconnues. Ils les mélangeaient avec du miel volé ou de la mélasse, créant une sorte de thé rudimentaire qui offrait une chaleur bien réelle. Ils n'utilisaient ni tasses élégantes ni thermos. Ils buvaient dans des bols en bois ou en métal, les tenant avec des mains engourdies, absorbant chaque goutte de chaleur comme s'il s'agissait d'or liquide. Mais bien sûr, chauffer de la nourriture ou de l'eau sur un navire relevait de l'exploit. Le feu était à la fois ennemi et ami. Il suffisait d'imaginer une étincelle rebelle tombant sur une corde imprégnée de brai pour comprendre que le désastre pouvait survenir en quelques secondes. C'est pourquoi la cuisine se faisait dans des braseros fermés, récipients métalliques avec couvercle sûr et petites ouvertures de ventilation. On les plaçait sur du sable ou des pierres pour éviter que la chaleur ne passe au bois. Quand ils ne pouvaient pas utiliser le feu, ils préparèrent les repas à l'avance dans les ports, ragoûts épais, plats de légumes secs et soupes nourrissantes qui duraient plusieurs jours et pouvaient être réchauffés avec peu de risques ou mangés froids si nécessaire. Les pirates trouvaient même des solutions sans feu. Ils enveloppaient la nourriture dans du tissu et la gardaient contre leur corps sous les couches de vêtements. Peu à peu, la chaleur corporelle la réchauffait. Ce n'était pas de la gastronomie, mais cela aidait à passer le cap. Une autre technique peu commune consistait à chauffer des cuillères en métal près de n'importe quelle source de chaleur disponible, puis à les plonger dans la bouillie froide. Chaque bouchée devenait une explosion de chaleur éphémère au milieu d'un repas glacé. Mais le plus important n'était pas le plat en soi, c'était la manière dont il était partagé. En hiver, le chaudron commun devenait sacré. Ce n'était pas seulement une question de justice, mais de stratégie. Un ragoût dans un grand récipient conservait la chaleur beaucoup plus longtemps que plusieurs petites portions.
Ainsi, ils se réunissaient autour du chaudron, se relayant pour y plonger leurs cuillères et absorber de la chaleur autant de l'intérieur que de l'extérieur. Pendant l'hiver, même les règles d'hygiène se relâchaient, ce qui en été aurait semblé répugnant. Des cuillères entrant et sortant de la même marmite. En hiver, c'était la survie. La chaleur valait plus que les bonnes manières. Certains équipages avaient des horaires spéciaux pour manger par temps froid. Le repas le plus consistant était servi juste avant les tours de garde nocturne. Ainsi, le corps passait les heures les plus glaciales à travailler la digestion et à se réchauffer de l'intérieur. À ceux qui montèrent la garde sur le pont, on donnait de petites rations chaudes et parfois même des briques chauffées enveloppées de tissu pour garder les mains vivantes et les os souples. Et si les vivres venaient à manquer, ce qui arrivait souvent, le capitaine pouvait autoriser des rations supplémentaires durant les mois les plus rudes. Un équipage affamé était un équipage mort, tout simplement. Les registres de navires capturés montrent que durant l'hiver, les rations augmentaient jusqu'à 20% par rapport à l'été. Ce n'était pas de la générosité, c'était un investissement pour continuer à respirer. Mais parfois, ni le meilleur repas, ni la boisson la plus chaude, ni la couverture la plus épaisse ne suffisaient. Le froid ne se vainquait pas toujours de l'intérieur. Il fallait chercher du feu, même le plus faible. Mais sur un navire en bois, c'était jouer avec les serpents. Faire du feu sur un navire pirate, c'était inviter le désastre. Une seule étincelle mal contrôlée pouvait embraser le pont, allumer les barils de poudre et transformer tout le navire en tombe flottante. Et pourtant, quand les températures s'effondraient, il n'y avait pas d'autre option. Le feu était nécessaire, il était la vie. C'est pourquoi les pirates conçurent des braseros fermés, véritables bijoux d'ingénierie improvisés, fabriqués avec des morceaux de métal volés ou recyclés. Ils avaient des couvercles ajustés et des orifices pour contrôler le flux d'air. Un marin novice qui laissait mal fermer l'un de ces couvercles pouvait recevoir une punition brutale, non parce que c'était une erreur mineure, mais parce qu'il mettait en danger la vie de tous. Les lanternes à huile servaient aussi de source de chaleur, même si leur flamme était petite. Lors des nuits glacées, plusieurs pirates se rassemblaient autour d'une seule lampe, se relayant pour réchauffer leurs mains, leurs pieds ou simplement recevoir ce mince répit contre le froid. Certains navires développèrent des routines, une sorte de danse de la lanterne, où les hommes tournaient autour de la lumière comme s'il s'agissait d'un feu invisible. Et quand la chaleur manquait, les objets les plus impensables devenaient des alliés. Les boulets de canon, normalement destinés à détruire les coques ennemies, étaient chauffés au feu puis enveloppés de chiffons humides ou de couvertures. Placés entre les cabines, ils fonctionnaient comme des radiateurs rudimentaires, diffusant plusieurs heures de chaleur. On chauffait aussi des marteaux, des clés, des outils lourds. Tout ce qui pouvait retenir la chaleur était bienvenu lors des nuits les plus rudes. Mais l'une des stratégies les plus efficaces et les plus primitives restait l'hibernation humaine. Les pirates dormaient en groupes serrés les uns contre les autres, formant une masse chaude qui défiait le froid avec de la peau, de la laine et des ronflements. Jusqu'à 6 hommes pouvaient dormir entassés dans un coin du navire, en changeant de position pour que personne ne passe trop d'heures exposé au bord. Ce que nous appellerions aujourd'hui transfert thermique, eux l'appelaient tenir bon comme des frères. Même les objets de luxe volés trouvaient des usages inattendus. Des couvertures de fine fourrure, des tapisseries de soie ou des tapis orientaux cessaient d'être des trophées de richesse pour devenir des isolants accrochés aux parois du navire. Un capitaine particulièrement astucieux utilisa une cargaison entière de soie volée pour tapisser la cabine commune. Non seulement il dissimula la preuve du pillage, mais il garda aussi son équipage au chaud durant tout l'hiver. Chaque navire avait ses zones chaudes près du centre, sous la ligne de flottaison, à l'abri du vent. C'était là que dormaient les plus épuisés ou les malades. Les tours de sommeil se faisaient équitablement, et il ne manquait pas de disputes pour dormir près de la cuisine ou à côté des lanternes. Certains capitaines modifiaient les navires capturés, ajoutant des cloisons de toile ou des compartiments improvisés pour piéger la chaleur. Et curieusement, les rébellions augmentaient en hiver, non pas à cause de la faim, mais du froid. Personne ne voulait passer un mois de plus à grelotter tandis que le capitaine dormait dans une suite de laine et de rhum. L'eau, aussi paradoxale que cela paraisse, servait également. Bien que la mer fût glacée, sa température restait plus stable que celle de l'air. Certains pirates plaçaient des seaux remplis d'eau de mer sous le pont, permettant à celle-ci de libérer lentement sa chaleur en refroidissant. Cela créait une sensation thermique moins hostile dans les espaces clos du navire,
ingénieux et désespéré à la fois. La clé n'était pas seulement le feu, mais le mouvement. Dès qu'on restait immobile, le froid s'infiltrait dans les bottes, grimpait le long du dos et se suspendait au cou comme une corde invisible. C'est pourquoi le mouvement était une loi. Les tâches quotidiennes, hisser les voiles, nettoyer le pont, entretenir le gréement, ne se faisaient pas seulement par nécessité, mais pour la chaleur. Certains capitaines ordonnaient de changer les voiles 7 fois dans la matinée sans raison tactique, seulement pour garder le corps actif. Le nettoyage du pont était obligatoire, non pour l'hygiène, mais pour la sueur. Et quand il n'y avait plus rien à faire, on s'entraînait. Escrime avec des épées de bois, lancer de couteaux, pompe contre la paroi, course dans la cale. Toute excuse était bonne pour maintenir le cœur battant à plein régime. Même la musique avait une fonction thermique. Les chants marins, les chantilly, n'étaient pas seulement là pour rythmer les manœuvres, mais pour accompagner une danse furieuse. Coups de botte, sauts et pirouettes qui faisaient transpirer les hommes même par température négative. Sur certains navires, la danse du corbeau, une routine de sauts improvisés, devenait une tradition quotidienne sur les routes froides, et les paris allaient bon train. Celui qui transpirait le plus gagnait une ration supplémentaire. Et lorsque le climat devenait vraiment insupportable, le meilleur plan restait de l'éviter. Contrairement aux marines royales, les pirates n'obéissaient pas à des routes imposées. Ils avaient la liberté de choisir. C'est pourquoi les navires pirates de l'Atlantique Nord migraient vers les Caraïbes dès que l'automne montrait les dents. En décembre, les attaques dans les eaux tropicales se multipliaient, non par stratégie militaire, mais parce que les pirates fuyaient l'hiver. Il y avait tant de navires pirates aux Bahamas durant ces mois que les habitants plaisantaient en disant qu'on pouvait passer d'île en île en marchant sur les ponts. Et ce n'était pas une exagération, mais une survie flottante. Les tavernes faisaient aussi partie du plan. Elles ne servaient pas seulement à boire et à parier, mais étaient de véritables oasis thermiques. Le feu, la chaleur humaine, la soupe chaude. Tout cela valait plus qu'un coffre rempli de doublons. Beaucoup de pirates gardaient des pièces spéciales pour les dépenser en hiver, sachant qu'une nuit auprès d'une cheminée pouvait faire la différence entre continuer à naviguer ou ne jamais se réveiller. Et quand ni port ni feu n'étaient accessibles, les pirates devenaient des bâtisseurs improvisés. Dans une crique isolée, ils élevaient des abris avec des voiles usées, des arbres et du bois volé. Des tapis raffinés devenaient des sols isolants. Des meubles de luxe finissaient dans les flammes. Car quand le froid menaçait, il n'y avait pas de place pour l'orgueil ni pour l'esthétique. Un jour, un capitaine fut aperçu traversant le campement, vêtu d'une robe de chambre en soie rose prise à une comtesse française. On le dévisagea. Il répondit « Je préfère avoir l'air ridicule et vivre que d'être élégant et gelé. » Et c'était là la véritable sagesse pirate. Il ne suffisait pas d'être courageux. Il fallait être astucieux, s'adapter, improviser, bouger, résister, car le froid, à la différence de l'ennemi, ne se rendait jamais. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo.